Celui qui connaît les animaux sait que la nature exige qu'une hiérarchie soit établie dans bon nombre d'espèces sociales, et ce sans qu'aucune conscience n'ait à faire quoi que ce soit, ni diriger les opérations, ni même prendre acte de cette nature et de ses lois. Observons à ce propos une dizaine de chiens dans un enclos. Une hiérarchie s'installe naturellement et aveuglément, sans calcul ni conscience, simplement par obéissance instinctive au plus fort. Chaque chien semble obéir aveuglément à la force qui le dirige. Dans un périmètre donné, l'enclos, les chiens établissent une hiérarchie qui demande à chacun d'eux d'occuper une place bien définie dans la meute. Dans cette société canine, la hiérarchie sera discutée en permanence et pourra même évoluer dans le temps, mais elle s'instaurera toujours. Pour des êtres vivants dépourvus de moi intérieur capables d'introspection, de moi intérieur capables d'observer leurs instincts et de méditer dessus, cette hiérarchie est non seulement utile, mais nécessaire. Les 10 membres canins de l'enclos établiront naturellement une hiérarchie entre eux, et dans cette micro-société, on observera que certains sont dominés par d'autres et qu'un leader, le mâle alpha, occupera la tête de la meute. Si celui qui me lit ne croit pas que mon observation de la société canine puisse concerner les classes humaines, au motif que les êtres humains n'aboient pas, eh bien il se trompe. Les micro-sociétés humaines, les groupes, fonctionnent exactement de la même façon. Remplaçons en effet les chiens et l'enclos par des êtres humains et un salon. Je veux dire, rassemblons une dizaine de personnes qui ne se connaissent pas dans une même pièce et observons. Certes, aucune d'elles ne grognera, ni n'aboiera. Certes, elles ne se renifleront pas, ne tenteront pas de s'accoupler quelques minutes après avoir fait connaissance et sous les yeux de tous. Mais elles établiront, consciemment ou inconsciemment, une hiérarchie. Une hiérarchie officieuse, mais une hiérarchie quand même. D'abord, l'une d'entre elles, homme ou femme, se démarquera en étant le leader, et ensuite, autour de lui, un système se mettra en place entre tous les membres du groupe. Des dominants diront ce qu'ils pensent, et des dominés n'oseront pas les contredire. Ce phénomène s'observe chaque jour partout dans le monde. Dans une micro-société, une hiérarchie s'installe naturellement, que ce soit dans un couple, dans un groupe d'amis, une salle de classe, à table, bref, partout où des êtres humains, ces grands singes sociaux, seront au moins deux dans un petit périmètre. La micro-société, le groupe, reflète parfaitement l'organisation de la société à grande échelle que les hommes ont choisi de bâtir. Une société fondée sur une hiérarchie et dans laquelle certains légifèrent et d'autres se limitent à élire ceux qui légiféreront. En fait, en observant les animaux qui évoluent en groupe, ou même en observant un groupe d'êtres humains, on comprend facilement pourquoi les citoyens qui obéissent pour la plupart à leur programmation génétique sans le savoir ne sont pas choqués d'évoluer dans un système où un chef gouverne. Les êtres humains, comme les chiens, ont un besoin instinctif de hiérarchie, et tant que l'on ne fera pas grandir leur conscience, ils obéiront à leurs instincts sans les connaître, et la société incluant un chef de meute leur apparaîtra naturelle et juste. Cette société est juste pour une meute de chiens, mais pour un groupe de têtes pensantes, elle ne l'est pas, bien au contraire. Les chimpanzés qui s'inclinent devant un mâle alpha te tendent un miroir. Quand tu vas voter pour ton maître, tu fais comme eux. Tu fais ce que te demandent tes gènes qui ont évolué pendant des milliers d'années pour se fondre dans un groupe incluant un chef. En fait, la politique du chimpanzé, il n'y a pas besoin de lire les instructifs et passionnants livres de Frans de Waal pour l'observer.